Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais commencer peut-être par rappeler que la naissance de la génétique d'un point de vue éthique a été associée à un désastre qui ne venait pas véritablement du développement de la génétique, mais du fait que la génétique, à cause de la méconnaissance de la découverte de la théorie de Mendel, a été précédée comme théorie de l'hérédité par la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, et que ça n'est que 41 ans après l'émergence de cette théorie que la génétique mendélienne a réémergé en 1900. Il y a un point, peut-être, il y a quelques points que je voudrais mentionner. Le premier, c'est qu'on a l'habitude de penser que les problèmes éthiques majeurs sont dus à l'utilisation d'applications, et d'applications techniques souvent, de nouvelles possibilités d'intervention de la science, et en l'occurrence de la biologie. La démarche éthique moderne en physique commence avec des interrogations vraisemblablement sur la mise au point et l'utilisation d'une application qui est la bombe atomique. La démarche éthique en biologie commence devant l'utilisation, devant une conduite qui est due à une interprétation d'une révolution scientifique qui est la théorie de l'évolution du vivant et qui va ensuite, dans laquelle la génétique va s'inscrire. Et donc je crois que se préoccuper de l'influence que les idées, les révolutions conceptuelles, les changements dans la façon de voir le monde, et en particulier le vivant et l'humain, peuvent avoir sur les conduites et peuvent avoir comme conséquences éthiques, est au moins aussi important que de s'intéresser aux conséquences possibles des nouvelles applications techniques et de nos nouveaux pouvoirs d'agir. Darwin bouleverse profondément les représentations qu'on a à l'époque sur le vivant et sur l'humain, et lui-même, qui présente l'émergence de l'humanité comme une émergence tardive et accidentelle d'une évolution qu'il n'a pas prévue, dissocie totalement ce qu'il estime devoir être la conduite humaine des mécanismes aveugles qui lui ont donné naissance. Et il va considérer que c'est à nous d'inventer notre conduite, et en particulier de la fonder sur des principes moraux de respect de chacun, et il s'élèvera contre le racisme, l'esclavage, les ravages de la colonisation. Ses successeurs, et en particulier Galton et ses héritiers, vont avoir une vision tout à fait différente, et dans laquelle d'ailleurs surgit une articulation, par rapport à ce que disait Antoine Danchin, entre une vision de ce qu'est le naturel et de ce qu'est l'artificiel. L'artificiel étant évidemment la domestication, l'élevage et l'agriculture, dans le sens où, pour Darwin, le concept de sélection naturelle avait pour lui été dérivé en continuité, en opposition, puisque c'était un mécanisme spontané, à ce qu'on appelait la sélection artificielle des éleveurs et des jardiniers. Et donc la préoccupation de Galton et de ses héritiers ne sera pas une préoccupation de respect humain, de conduite morale, mais une inquiétude pour l'espèce humaine en tant que telle. Et leur idée, c'est qu'il faut préserver la flamme de l'évolution qui nous a donné naissance, et donc la flamme de la sélection naturelle qui nous a fait émerger. Et ils sont inquiets parce que les conduites humaines, le souci de l'autre, la médecine, le fait de s'occuper des malades, des personnes handicapées et des indigents, permet à des personnes de survivre et de donner naissance à des descendants dont ils pensent qu'ils vont transmettre des traits qui sont des traits délétères pour l'humanité, en fait des tares. Et donc devant cette atténuation culturelle de la sélection naturelle, de la puissance purificatrice de la sélection naturelle, ils vont proposer, de manière assez étrange d'ailleurs d'un point de vue scientifique, et désastreux d'un point de vue moral, un retour à une forme de sélection artificielle. Et Galton définira l'eugénisme comme une science de l'amélioration de l'élevage. Et les eugénistes, les évolutionnistes, les généticiens se proposeront d'être les éleveurs du troupeau. Il y a une autre leçon, c'est-à-dire le rôle que se donnent ceux qui produisent une connaissance nouvelle ou qui la transmettent par rapport à l'ensemble de la population, comme s'il y avait nous et les autres, les scientifiques et le reste de la population. Galton et ses héritiers ne se sentent pas comme membres du troupeau, mais comme éleveurs de ce troupeau. Il y a un autre point, je crois, qui mérite rétrospectivement une réflexion et qui montre l'influence, l'importance qu'a sur l'utilisation des avancées de la science, y compris des avancées conceptuelles, purement théoriques, l'état d'une société.
Et cette leçon, c'est que la quasi-totalité des grands évolutionnistes, des grands généticiens, des grands biologistes accompagnera ce mouvement et ne s'y opposera pas. De manière assez paradoxale, ceux qui s'opposeront, en particulier aux États-Unis, dans les démocraties où l'eugénisme donnera lieu, vous savez qu'il y a une sélection positive et une sélection négative, un eugénisme positif et négatif. L'eugénisme positif, c'est les accouplements judicieux, dit Galton, et la sélection négative, l'eugénisme négatif, c'est, dit-il d'une manière pudique, de diminuer la fécondité de ceux qui ont socialement échoué. Donc l'échec social est quelque chose qui se transmet de manière héréditaire, et donc si on veut diminuer l'échec social, eh bien il faut empêcher que les personnes qui ont socialement échoué se reproduisent, et ça sera le développement de la stérilisation forcée, avec plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la première moitié du XXe siècle qui seront stérilisées de force aux États-Unis, avec un délire interprétatif, puisque le chômage, la pauvreté, la prostitution, l'alcoolisme, la criminalité sont considérés dans des arbres généalogiques comme étant transmis par les gènes suivant des formes d'hérédité génétique plus ou moins classiques. Et donc il y a une participation des scientifiques, à la fois sans doute parce qu'ils croient à quelque chose qui semble important pour la préservation de la société, et puis parce qu'on les écoute. Et comme on les écoute devant ce péril, ils deviennent des personnes importantes, puisqu'ils sont ceux qui expliquent comment il faut procéder pour éviter cette catastrophe qui est due au relâchement de la sélection naturelle. Et donc je crois qu'il y a deux réflexions rétrospectives. Le premier, c'est que les scientifiques n'ont pas fait partie de ceux qui s'interrogeaient sur le bien fondé de ces pratiques. Et le résultat caricatural dans tout ce que j'ai vu, c'est que ceux qui se sont opposés à ces dérives étaient ceux qui rejetaient la théorie darwinienne, pour l'essentiel des religieux, et qui rejetaient ses applications, et qui disaient d'ailleurs que la théorie est sans doute fausse, parce que si elle amène à des pratiques de ce type, c'est qu'elle ne peut être que mauvaise, et ceux qui considéraient que la théorie était bonne, et pour qui, au fond, ce qu'on déduisait en termes de conduite d'une théorie scientifique valait de blanc-seing pour continuer à agir. Et donc je crois que le défaut d'interrogation éthique, de participation au débat social des généticiens et des biologistes de cette époque est quelque chose d'important et dont nos sociétés ont tenu compte de manière explicite ou implicite. Un dernier point peut-être, c'est que la science peut servir, comme beaucoup d'autres visions du monde, à légitimer des pratiques d'exclusion, de discrimination, de mépris, qui sont totalement indépendantes des découvertes scientifiques. Et donc c'est assez étonnant de s'apercevoir que ce que Gould, ce que l'évolutionniste Stephen Jay Gould, dans un livre tragique intitulé « La malmesure de l'homme », a décrit, et ce à quoi on a donné comme terme le darwinisme racial, le darwinisme social, le darwinisme sexiste, en fait, ce à quoi aboutissait, je dirais, cette chasse scientifique aux défauts, reprenait de manière absolument caricaturale et étrange les préjugés les plus anciens de nos sociétés. C'est-à-dire que les personnes à peau blanche étaient évidemment supérieures aux personnes à peau foncée, les hommes supérieurs aux femmes, les riches supérieurs aux pauvres. Et donc cette science ne démontrait rien. Elle légitimait en fait toute une série de préjugés qui préexistaient, et elle était d'une certaine façon le bras armé des représentations sociétales et des conduites qu'une société décidait de faire. Dans les démocraties comme les États-Unis, puis après, au début des années 30, en Norvège, en Suède, en Europe du Nord, ces pratiques se sont ensuite étendues dans l'Allemagne nazie. Et dans l'Allemagne nazie, elles ont pris une dimension totalement différente. 400 000 stérilisations forcées entre 1934 et 1939. Puis à la stérilisation forcée s'est ajouté l'assassinat des handicapés mentaux, enfants et adultes, puis le génocide. Et en 1947, au moment du procès des médecins nazis à Nuremberg, est né ce qu'on a appelé le Code Nuremberg, et qui est peut-être la première formulation de la démarche éthique biomédicale moderne, dont un des éléments essentiels sur lesquels je reviendrai est la notion de choix libre et informé. Et je crois que dans cette notion de choix libre et informé, il y a beaucoup de notions importantes, l'insistance mise sur la liberté, sur la capacité d'être informé, mais une hiérarchie qui est établie entre la connaissance et la liberté. Dans l'information, la connaissance est mise à la disposition de l'exercice de la liberté de la personne. Ce n'est pas la personne qui est mise à disposition et instrumentalisée par la connaissance
qu'on croit avoir sur elle. Donc il y a quelque chose qui est important. Et puis, comme un libre choix peut être biaisé, la société s'est portée progressivement garante des conditions dans lesquelles ces choix étaient proposés, et ça a été la naissance des instances éthiques et des différentes formes d'instances et de comités d'éthique. Nos sociétés ont profondément changé, et aujourd'hui, comme vous le savez, et heureusement, la réflexion éthique, comme ça a été dit tout à l'heure, accompagne, dans la plupart des cas, les avancées à la fois des concepts scientifiques et de leurs applications et de leurs dérivés techniques. Ça nécessite, c'est dans beaucoup de pays du monde, ça n'est pas dans tous les pays du monde, parce que ça nécessite, encore une fois, le choix libre et informé, individuel et collectif, nécessite l'existence d'une liberté et l'existence d'une information libre. Et donc, dans les pays où la liberté est contrainte et où l'information ne circule pas, le développement de cette démarche est évidemment beaucoup plus difficile, voire impossible. Et donc, aujourd'hui, je crois, dans la démarche éthique qui peut accompagner la biologie, la médecine et la génétique en particulier dans ces bouleversements progressifs, le premier type de questionnement, et les chercheurs peuvent y apporter beaucoup, est un questionnement de type épistémologique. Au fond, si nous nous interrogeons sur les bénéfices et les inconvénients éventuels d'une nouvelle représentation du monde ou d'une nouvelle application technique, eh bien, la première question est de quoi s'agit-il, avant même de penser à l'utiliser. Donc ce questionnement épistémologique est, à mon sens, le préalable d'une réflexion éthique. Et la génétique, accompagnée par la théorie de l'évolution et d'autres développements scientifiques, a profondément changé notre regard sur le monde vivant, sur nous-mêmes. Ça a été dit, la théorie de l'évolution a évolué, ce qui prouve sa robustesse, et la génétique a évolué, ce qui prouve sa robustesse. Et ce que Jean Gaillon mentionnait dans sa conférence d'introduction, la dissolution progressive du concept de gène, au fond traduit la richesse, la fécondité et la capacité à évoluer de cette discipline. Et les transferts, pour Darwin, comme vous le savez, la nouveauté ne pouvait se transmettre qu'au long des branches du buisson de l'évolution du vivant. Et puis est apparue la notion de bouturage entre les branches, de symbiose, soit de symbiose définitive, l'émergence des cellules eucaryotes, soit de symbiose provisoire, ou qui se renouvelle à intervalles réguliers, la notion de transfert horizontal de gènes. Et donc nos génomes sont des mosaïques, ou d'ailleurs, sous une forme très métaphorique, une hérédité des caractères acquis s'inscrit dans l'ADN progressivement en fonction des rencontres. Et puis nous sommes nous-mêmes, comme la plupart des organismes vivants, des organismes symbiotiques, en particulier avec les dizaines de milliers de milliards de bactéries que nous hébergeons. Et donc la somme des effets de nos gènes, c'est la somme des effets de nos gènes plus ceux de l'ensemble des bactéries qui nous habitent. Et donc il y a quelque chose qui fait que nous sommes des organismes symbiotiques, comme la plupart des autres êtres vivants. Et les écosystèmes que nous tissons sont eux-mêmes des équilibres symbiotiques plus ou moins stables. Le système immunitaire, qui a été évoqué à plusieurs reprises, est un des éléments dont le caractère ancestral est tout à fait remarquable. Non seulement il est remarquable, on a longtemps cru que l'origine du système immunitaire, c'était les poissons à mâchoire, les vertébrés, d'un système immunitaire adaptatif. Il y a un système immunitaire adaptatif à mémoire dans les bactéries. C'est un système héréditaire, ce qui n'est pas le cas du système des vertébrés, et c'est un système instructionniste, ce qui avait été la première idée en ce qui concerne le système immunitaire des vertébrés avant de l'abandonner devant les mécanismes de recombinaison. Donc ça veut dire que ces systèmes immunitaires ancestraux et multiples sont un des éléments qui permettent ces coexistences et qui permettent ces équilibres entre symbiose et combat. La notion de gène s'est dissoute. Peut-être que région codante, région non codante, épissage alternatif, utilisation alternative de même région à des fins différentes. C'est un des éléments de la complexité qui permet, à partir d'un nombre d'éléments réduits, de créer des combinaisons multiples. Et donc, il y a peut-être quelque chose là qui est de l'ordre de la richesse et qui est l'image en miroir de la surprise en 2001 de s'apercevoir qu'il n'y avait pour certains que 20 000 gènes, comme si 20 000 gènes c'était trop peu
pour construire, avec l'idée qu'on avait de un gène, une protéine, une fonction, pour construire la complexité des êtres vivants. Et puis il y a la nature tridimensionnelle. Il y a tous les travaux fascinants sur le rôle que joue dans l'utilisation des gènes par les cellules, la structure dans l'espace en 3 dimensions, la structure en origami, et qui, en plus de la séquence linéaire, joue un rôle extrêmement important. Il y a un point qui est je crois, qui est en développement permanent depuis quelques années, et qui concerne les relations entre intérieur et extérieur, ce qu'on a appelé l'épigénétique. Le généticien Richard Lewontin disait, il y a une quarantaine d'années, à une époque où le déterminisme génétique était illustré par un certain nombre de ses collègues et défendu par un certain nombre de ses collègues, disait l'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, et un être vivant est à la fois le lieu et le produit de ces interactions. Et donc l'épigénétique illustre cette complexité qui fait que, au fond, on a parlé tout à l'heure, Antoine Danchin parlait de châssis et de programme, mais la manière dont le programme est utilisé dépend du châssis. Et c'est vrai non seulement dans un organisme multicellulaire de la différenciation, des mécanismes de soustraction différentielle qui vont aboutir à 250 familles différentes de cellules, mais c'est vrai au niveau cellulaire. Mettre un génome qu'on isole d'une cellule de la peau dans un châssis qui est un ovocyte permet la construction d'un embryon, alors que dans une cellule de la peau, ça permet le fonctionnement et la construction d'une cellule de la peau. Et donc il y a quelque chose dans la façon dont les cellules utilisent les gènes qui a entraîné une révolution dans la génétique et l'épigénétique, non seulement le transfert de noyaux, mais comme vous le savez, les IPS, les cellules pluripotentes induites, où au fond, pour dire les choses de manière caricaturale, il suffit, dans certains cas, dans une cellule de la peau d'une personne centenaire, de permettre à cette cellule d'utiliser 4 des 20 000 gènes qu'elle n'utilise plus depuis longtemps, pour lui redonner des capacités de cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire des capacités de fertilité et de plasticité qui sont proches de celles des cellules souches embryonnaires. Et donc ça pose des questions tout à fait différentes sur les relations qu'Antoine Danchin évoquait entre ce que nous appelons la jeunesse et ce que nous appelons la vieillesse. Une cellule de la peau d'une personne centenaire est dans un état que nous appelons un état sénescent, non pas parce que intrinsèquement elle est usée et elle est allée au bout de ses possibilités, mais parce que son histoire et son environnement fait qu'elle ne peut plus utiliser un certain nombre des gènes qui lui permettraient de retrouver ses possibilités. Le fait de devenir une cellule pluripotente n'efface pas le temps. Si cette cellule a des cicatrices dans son ADN, elle les gardera, mais elle lui fait retrouver des potentialités. Et donc nos représentations des relations entre jeunesse et vieillesse changent profondément. C'est vrai au niveau cellulaire, c'est vrai au niveau des organismes. Et de manière peut-être moins spectaculaire, dans différentes espèces animales, qui vont de Caenorhabditis elegans à la souris en passant par la drosophile, il suffit de changer la séquence d'un ou deux gènes dans certaines familles conservées de gènes qui interviennent dans le métabolisme ou dans la réparation de l'ADN ou dans d'autres fonctions pour retarder significativement le vieillissement et augmenter d'au moins 30% dans toutes les expériences l'espérance de vie maximale. Ce qui est intéressant, c'est que ces animaux vivent plus longtemps, mais vivent plus longtemps jeunes. Et donc l'idée que l'augmentation de l'espérance de vie aboutit forcément à vivre plus longtemps âgé, en tout cas dans les expérimentations animales qui ont été faites depuis une vingtaine d'années, ça n'est pas le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut modifier, je vous le disais, la séquence d'un gène. Mais on peut aussi modifier, et ce sont des travaux très récents, les interactions entre le génome et le génome des mitochondries qui habitent le cytoplasme des cellules. Et on aura aussi des effets qui se traduiront en termes de vieillissement et de longévité. Et puis, on peut modifier l'environnement de l'organisme, ou on peut modifier son mode de vie. Et comme vous le savez, le mode le plus universel d'augmentation de l'espérance de vie et de retard du vieillissement, c'est la restriction calorique d'environ 30%. Et donc, d'une certaine façon, modifier, dans la plupart des cas, ce qui a déçu un certain nombre de chercheurs, ces mécanismes ne sont pas additifs.
Et donc, si on modifie un gène qui augmente l'espérance de vie et retarde le vieillissement, et qu'ensuite on fait une restriction calorique, eh bien, le résultat est le même que si l'on fait l'un ou l'autre. Et donc, d'une certaine façon, modifier l'intérieur, ou modifier l'extérieur, ou modifier le mode de vie et l'interface entre les deux, joue sur les mêmes mécanismes. Et donc, il y a quelque chose qui montre que modifier dans certains cas la séquence des gènes, ou modifier la manière dont les cellules et les corps utilisent des gènes, peut aboutir au même résultat. Un dernier mot peut-être sur le vieillissement, parce que c'est quelque chose d'assez fascinant. Oui, la jeunesse semble être ne pas donner, ce qui d'ailleurs montre qu'il ne s'agit pas d'une reproduction cellulaire, mais d'une certaine façon d'un enfantement cellulaire, puisque la cellule qui naît n'a pas exactement la même composition que la cellule qui lui donne naissance. C'est garder, au moins chez les levures et dans certaines cellules souches, un certain nombre de composants qui accélèrent le vieillissement et ne pas les donner à la cellule plus ancienne d'un point de vue généalogique, mais plus jeune d'un point de vue phénotypique et de son espérance de vie. Des expériences qui tendent à annuler ce phénomène montrent qu'on a des cellules qui vivent qui toutes sont plus jeunes ou plus vieilles que les autres, et une population qui est extrêmement instable et qui disparaît. Toutes les cellules ont gardé à peu près la même chose, et donc la population est extrêmement fragile. Et donc il y a quelque chose d'assez intéressant dans ces relations entre vie et mort, ou entre vieillissement et jeunesse, qui est qu'il semble qu'une asymétrie, c'est-à-dire l'accentuation de la mort prématurée de la cellule mère, aux dépens ou au profit d'une plus grande espérance de vie de la cellule fille, a été un des mécanismes de propagation du vivant. Et que donc, de la même façon que les phénomènes d'apoptose ou de mort cellulaire programmée, c'est-à-dire l'utilisation par les cellules de mécanismes qui leur permettent et de gènes qui leur permettent de mourir prématurément dans des circonstances particulières à l'intérieur d'un corps ou d'une colonie, c'est doublé de cette asymétrie dans laquelle le vieillissement et la mort prématurée de la cellule mère va s'accompagner de la capacité de la cellule vie à être transmise. Et les travaux de François Tadei montrent que ces mécanismes existent non seulement dans les cellules eucaryotes, mais à d'autres niveaux chez les bactéries. Et que, contrairement à ce que pensait August Weismann, eh bien, les organismes unicellulaires ne sont pas immortels. Ils naissent de cellules qui vieillissent et qui meurent, et qui leur donnent de cette façon, semble-t-il, une potentialité de voyager à travers le temps. Un mot peut-être sur des découvertes qui sont... qui nous font changer notre façon de voir nos origines et les origines du vivant, s'il n'y a pas une origine, et qui est l'étude, la capacité de mettre en évidence l'ADN ancien, l'ADN fossile. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait inférer de ce qu'était le génome de nos ancêtres, ou des ancêtres d'organismes, qu'en inférant à partir des survivants contemporains, et puis en retrouvant des fossiles. Et depuis quelques années, la possibilité de séquencer et de reconstituer de l'ADN fossile ouvre des perspectives qui sont tout à fait extraordinaires. L'amplitude du temps, puisque Eske Willerslev a reconstitué le génome entier, si ma mémoire est bonne, d'un ancêtre des équidés qui a 700 000 ans. Donc c'est un ADN qui a 700 000 ans. Et puis, comme vous le savez, Svante Pääbo et ses collègues ont reconstitué notre histoire lointaine à partir de l'isolement d'ADN d'hommes de Néandertal et d'hommes modernes anciens, montrant en fait que ceux qu'on considérait comme nos lointains cousins étaient à la fois nos lointains cousins et en partie nos ancêtres. Et ce qu'il y a peut-être de plus merveilleux dans ces travaux, c'est l'émergence par le séquençage de l'ADN dans une petite phalange de la taille de 2 grains de riz dans une grotte de Sibérie, d'un ADN qui correspond à une lignée humaine qu'on a appelée les hommes et les femmes de Denisova, dont on n'a jamais découvert de fossiles. Et donc aujourd'hui, l'étude de l'ADN permet non seulement de reconstituer des paysages anciens dans les banquises, en isolant l'ADN dans la glace, mais de faire apparaître certains de nos ancêtres dont nous n'avions pas d'idée qu'ils existaient, ni exactement à quoi ils ressemblaient. Un mot peut-être sur l'ingénierie génétique, dont on a beaucoup parlé, et qui ouvre des perspectives tout à fait étonnantes. Une de ces perspectives, et là on arrive peut-être plus dans l'artificiel, c'est le fait de créer des circuits informatiques à partir de l'ADN. C'est le fait de construire avec une logique électronique, avec une logique de programme informatique, des mécanismes opératoires dans les cellules.
le fait de construire des chromosomes, le fait de changer les bases, le fait d'enlever des codons synonymes, avec peut-être quelque chose qui est que nous maîtrisons de mieux en mieux ce qui nous paraît être l'essentiel et à juste titre parmi les composants de la vie, qui est l'ADN, mais qu'au fond nous maîtrisons assez mal le châssis, et que pour l'instant, à ma connaissance, on n'a pas été capable de construire un châssis. Et que donc, en ce qui concerne la manière, l'intrication, la manière dont la partition de musique, la recette de cuisine, suivant les métaphores, ou le livre est lu par le cuisinier, le lecteur ou par le musicien, eh bien, nous avons une connaissance de plus en plus précise et une capacité de construire de plus en plus précise les partitions, les livres et les recettes. Mais le cuisinier, dans son aspect un peu, le musicien ou le lecteur, dans son aspect un peu grossier, reste profondément mystérieux. Et les relations qu'il entretient avec le génome sont elles aussi mystérieuses. Pourquoi ? Parce qu'on peut essayer de construire quelque chose qui ressemble au vivant. Mais une autre interrogation est une interrogation sur la manière dont il a émergé. Et donc la biologie synthétique essaye de faire émerger le vivant. Nous avons une vision analogique du vivant. Le vivant, c'est ce qui répond à ce que nous avons analysé comme étant essentiel dans les composants vivants qui nous entourent. Si jamais il y a d'autres configurations possibles du vivant et de la vie, eh bien, il est possible que les deux disciplines qui actuellement commencent à essayer de détecter l'émergence de la vie, la biologie de synthèse dans les laboratoires et l'exobiologie sur des planètes lointaines, eh bien, trouvent de la vie sans être capables de l'identifier, si ces êtres vivants ne correspondent pas aux critères qui, pour nous, sont intrinsèquement liés à ce que nous appelons vivant. Donc il y a deux choses. Fabriquer quelque chose qui ressemble au vivant est une chose. Essayer de comprendre de combien de manières différentes le vivant a pu émerger de la matière est quelque chose, je crois, de profondément fascinant. Les sciences, et c'est vrai de la biologie, et c'est vrai de la génétique, effacent des frontières. Ils effacent des frontières entre la matière et le vivant, en tout cas ils essayent de les effacer, entre les animaux et les êtres humains, entre le corps et l'esprit. Et il y a quelque chose de merveilleux, il y a une forme d'émerveillement devant ce monde qui se recompose. Et il y a aussi souvent ou parfois une impression de désenchantement ou de déshumanisation, quand ça ne concerne pas les étoiles ou les grains de sable, mais que ça concerne le vivant ou que ça nous concerne de manière plus ou moins directe. Et en gros, la science étudie bien ce qu'elle considère comme un objet extérieur et dont elle ôte un certain nombre de particularités pour pouvoir le formaliser. La meilleure formalisation, la plus puissante, c'est la formalisation mathématique, dans laquelle des particularités, lorsqu'il s'agit d'êtres vivants, deviennent des points sur une courbe, ou des nombres dans une équation, ou des éléments dans un algorithme. Nous vivons comme des sujets et des acteurs de notre vie, et la science nous décrit comme des objets vus de l'extérieur. Et quelqu'un qui pensait cette question il y a un siècle, le philosophe Martin Buber, dans un très beau livre qui s'appelle « Je et tu », disait que nous vivons tous comme des jeux qui disent tu, qui attendent qu'on lui dise tu, et qui souhaitent construire un nous. Et que la science, quand elle parle de nous, du mieux possible, ou d'éléments qui nous constituent, dit ceci, ou cela, ou il, ou elle. Et que, disait-il il y a un siècle, l'enjeu éthique majeur, c'est de mettre ce que nous apprenons sur nous-mêmes en tant que ceci, cela, il ou elle, au service du je, du tu et du nous, et non pas de mettre le je, le tu et le nous au service de ce que nous apprenons sur nous-mêmes ou sur le vivant en tant que ceci, cela, il ou elle. Et donc je crois que ça demande, dans un premier temps, évidemment de créer de la connaissance, et puis de partager cette connaissance. Au fond, il n'y a pas de valeur éthique à la création de connaissances si cette connaissance n'est pas partagée. Et de manière assez triviale, le fait que jusqu'à maintenant, et heureusement c'est en train de changer, les résultats, les découvertes obtenues par la recherche publique, financée par l'argent public, étaient vendues comme un bien privé dans des revues privées que ne pouvaient lire que ceux qui pouvaient se payer les abonnements qui sont chers, est quelque chose qui est contradictoire avec la valeur de diffusion des connaissances, et heureusement c'est en train de changer. C'est non seulement la diffusion des connaissances, la recherche des connaissances,
et la diffusion, c'est aussi la diffusion des applications pratiques. Et pour ne donner qu'un exemple, vous savez qu'actuellement, la question de l'accessibilité des médicaments, la question des prix de certaines innovations thérapeutiques pose des questions graves en termes de solidarité si la santé, comme dans nos pays, est prise en charge par la collectivité. Et donc, comment faire pour que non seulement les connaissances, mais les applications des connaissances puissent bénéficier à tous au mieux? C'est un problème qui est un problème complexe. Le mettre à profit, et pour chacun, les avancées, les révolutions, les extraordinaires progrès de la biologie et de la génétique demande aussi paradoxalement, en tout cas dans son application médicale, quelque chose que la technique tend à effacer et à faire disparaître, qui est le temps. La technique, la démocratisation du séquençage, d'un certain nombre de techniques, permet de gagner du temps. Est-ce que ce temps qui est gagné est consacré à la personne, ou est-ce que ce temps qui est gagné est simplement gagné pour refaire autre chose d'un point de vue technique? Et donc le temps manque beaucoup. Un exemple, la médecine de précision, avec son étude du génome, du métabolome, du microbiome, est quelque chose de tout à fait extraordinaire. De manière extrêmement bizarre, lorsque ces initiatives sont nées, on lui a donné le nom de médecine personnalisée. Or, la seule chose qui n'existe pas dans cette approche, c'est la personne. C'est une approche qui prend en compte de manière statistique extrêmement fine toutes les données biologiques disponibles, mais qui, évidemment, exclut totalement la personne. Donc c'est tout sauf une médecine personnalisée. L'appeler médecine de précision, c'est quelque chose qui est tout à fait valable. Il faut y réintroduire la personne. Et y réintroduire la personne, l'écoute et le respect de la personne, cela prend du temps. Le deuxième point, et il y a une tentation, et je pense que c'était ça aussi qu'il y avait en dehors du côté publicitaire dans le terme de personnaliser, il y avait l'idée que, au fond, si on s'intéresse de manière étroite à vos constantes biologiques, à vos données biologiques, eh bien c'est à vous qu'on s'intéresse, à vous en tant qu'individu biologique, et donc à vous en tant que personne. Il n'y a pas besoin de savoir comment vous vous appelez, de savoir quelle vie vous avez eue, ce que sont vos espoirs et vos craintes. On sait tout de vous. Donc il y a quelque chose qui est important, non pas dans les noms, parce qu'il n'y a pas de pureté dans les noms, mais dans ce qu'ils renvoient ou dans ce qu'ils occultent. Le séquençage. Les tests génétiques sont d'une extraordinaire utilité. Nommer une maladie quand on peut en trouver la cause. Pouvoir prévenir une maladie. Pouvoir traiter une maladie, pas forcément d'ailleurs en modifiant la séquence génétique qui est en cause, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a un point qui devient de plus en plus prégnant, mais qui est une très vieille obsession de l'humanité, qui est de prédire. Et donc la grande question, c'est que fait-on de la valeur prédictive, ou de la valeur prédictive qu'on attribue à l'analyse et au séquençage d'un génome, quand la prédiction ne peut s'accompagner d'aucun geste thérapeutique ou d'aucune prévention. En d'autres termes, est-ce rendre service à quelqu'un que de lui annoncer une mauvaise nouvelle? Arnold Mudick disait que prédire sans prévenir, c'est médire, c'est dire quelque chose qui fait du mal. Et donc là encore, il y a dans l'éthique biomédicale moderne un droit de savoir, y compris ceux qui pourraient me faire du mal. On n'a pas le droit de me mentir, et un droit de ne pas savoir. Et de plus en plus, dans un souci de transparence, dans un souci de ne plus cacher les choses à des patients ou à des personnes, on a cru que la réponse, c'est la transparence totale. C'est-à-dire qu'on dit tout. Et vous le savez d'ailleurs sous une autre forme, le formulaire de consentement libre et informé est un formulaire sur lequel tout est écrit. Alors il y a un paradoxe dans cette utilisation de formulaire. Le processus de choix libre et informé est un processus de dialogue. C'est le seul moyen de respecter le droit de savoir et le droit de ne pas savoir. Pour montrer que ce processus a eu lieu, on a dit qu'il faut un formulaire qui montre qu'il y a bien eu ce processus. Le problème, c'est que ce formulaire tend de plus en plus à remplacer le processus, et donc témoigne non pas du fait que le processus a eu lieu, mais du fait que le processus n'a pas eu lieu. Lorsque vous lisez le formulaire, ou vous lisez tout et votre droit de ne pas savoir n'est pas respecté, ou vous ne lisez rien et votre droit de savoir ne l'est pas, ou vous lisez en diagonale et vous apprenez ce que vous pouvez. Et donc il y a un véritable problème dans la compréhension que c'est véritablement
la liberté, le temps, l'information et le respect de la personne qui compte, et non pas une procédure particulière qui, par elle-même, aurait une vertu automatiquement éthique. La prédiction, il y a quelque chose dans la prédiction qui écrase l'avenir. Quand bien même cette prédiction est exacte, si je sais que j'ai une probabilité très importante de développer dans 10 ans une maladie extrêmement grave, eh bien, comme c'est la seule chose que je peux prévoir de l'avenir, ça prendra en plus une place disproportionnée. Tout le reste, je ne peux pas le prévoir. Et donc, tout ce que je pourrais faire, vivre, n'est pas là. Donc, il y a quelque chose qui est très pesant. Et puis, il y a le temps. Dans la consultation d'Alexandra Dürr, depuis longtemps, à la Pitié-Salpêtrière, où viennent les jeunes adultes qui ont dans leur généalogie des personnes atteintes de maladie de Huntington et qui veulent faire un test pour savoir si oui ou non ils sont porteurs, ils vont développer la maladie, eh bien, au bout d'un processus de conseil génétique long et de réflexion et de dialogue, la moitié décide qu'ils préfèrent ne pas savoir et l'autre moitié décide qu'ils préfèrent savoir. Si vous aviez la possibilité de faire le test génétique en appuyant sur un bouton ou sur Internet, eh bien 100% auraient décidé, l'auraient su. Qu'ils aient voulu rétrospectivement ou pas le savoir, il est très difficile de désavoir, de désapprendre ce qu'on a déjà appris. Donc il y a véritablement un problème, et il y a, nous le disions dans un avis du Comité consultatif national d'éthique il y a 9 ans, il y a une dissociation croissante entre les avancées de la technique qui permettent de séquencer une grande partie du génome ou la totalité du génome, et la manière dont est envisagée, y compris dans la loi, dans notre loi de bioéthique, les pratiques en matière de tests génétiques, où le conseil génétique, le choix libre et informé, consiste à réfléchir sur ce que le résultat d'un test particulier peut annoncer, alors qu'aujourd'hui, on peut rechercher une particularité génétique et vous dire que, eh bien, il y a une bonne nouvelle, ce qu'on recherchait, ce qu'on craignait n'est pas là, mais il y a une mauvaise nouvelle, ce qu'on n'avait pas cherché, pas envisagé, ce qu'on appelle incidentalome, est là, et il y a telle et telle et telle nouvelle qu'on vous donne, et sur laquelle vous n'avez pas pu réfléchir, puisque de toute façon, on ne savait pas qu'on allait la trouver. Donc il y a une véritable réflexion sur en quoi le choix libre et informé, en quoi les procédures de conseil génétique peuvent-elles être repensées et refondées dans un contexte où les techniques les rendent d'une certaine manière obsolètes. Un mot sur le diagnostic prénatal et préimplantatoire. Les questions d'interprétabilité, les questions de prédiction, les questions de probabilité, parce que 99% des prédictions sont en termes de probabilité, prennent un relief encore plus grand, j'allais dire devant un embryon ou un enfant qui n'est pas né. Comment interpréter quelque chose qui est rare? Est-ce que ce qui est rare est potentiellement dangereux parce qu'on ne sait pas, vu la faible fréquence, à quoi ça peut être associé? Ou est-ce que ce qui est rare est juste une traduction de la variabilité et de la diversité du génome humain? Et donc, comment penser la prédiction et la médecine prédictive préimplantatoire ou prénatale? Que faire des données qui ne sont pas interprétables? Et puis, il y a quelque chose dans notre législation qui m'a toujours paru étrange et qui peut être source de réflexion, c'est qu'en prénatal, lorsqu'il s'agit d'un accident, une rubéole, une toxoplasmose ou une trisomie 21, la collectivité a organisé ce que d'un terme, à mon sens impropre, elle appelle un dépistage, comme s'il fallait pister et dépister, et non pas comme une proposition généralisée de démarche diagnostique. Mais dès qu'il s'agit d'une maladie qui pourrait être liée à la transmission héréditaire d'une séquence génétique, on ne peut pas faire de test, sauf si quelqu'un est déjà malade dans la famille et la généalogie. Et donc c'est comme si les accidents permettaient une investigation, mais que lorsque les causes de ces maladies sont héréditaires, il y avait une crainte de l'aborder, et je pense, de manière implicite, que peut-être ça renvoie à cette histoire d'eugénisme, où ce qui est héréditaire renvoie à cette notion de sélection artificielle, alors que ce qui est accidentel n'a rien à voir avec la généalogie de la personne. Mais en tout cas, je crois que cette dissociation mérite une réflexion. Un problème qui tient à la vie privée, qui dépasse de très loin les big data génétiques, mais qui vont se poser en génétique parce que, comme vous le savez, il est extrêmement difficile, voire impossible, d'anonymiser les données. Et donc, il y a une contrainte. Des résultats très récents de ce mois, dans le New England Journal of Medicine et dans Nature,
pour deux d'entre eux, indiquent que si on ne séquence pas, on parlait de séquencer à juste titre toute une série d'organismes vivants pour mieux comprendre les effets des gènes, mais si on ne séquence pas suffisamment de génomes humains, et en particulier dans leur diversité, et en particulier y compris les minorités, eh bien apparemment, des liens de causalité sont attribués là où il n'y a que corrélation. Et donc ces deux papiers, dont l'un dans Nature qui a séquencé 60 000 exomes, un autre qui s'intéressait à des maladies cardiaques d'origine génétique, aboutissent à la conclusion, pour le papier de Nature, que 200 séquences génétiques qui étaient considérées comme associées à des maladies à transmission mendélienne sont en fait retrouvées à une très grande fréquence dans la population normale, sans aucune incidence pathologique. En d'autres termes, il faut séquencer à très large envergure pour éviter de confondre corrélation et causalité, ce qui est d'ailleurs un des problèmes généraux du traitement des big data. Mais plus on séquence, plus on partage ces séquences, plus on donne accès, et plus les problèmes de protection de la confidentialité, de protection de la vie privée, de prévention de la discrimination, de prévention de la stigmatisation, de l'exclusion deviennent importants. Et donc ce sont des problèmes qu'il va falloir, auxquels il faut réfléchir, auxquels le comité réfléchit, de manière assez aiguë, puisqu'on a ces deux impératifs, je dirais, contradictoires en ce qui concerne leurs conséquences. Un dernier point, la diffusion des données génétiques, mais c'est vrai pour d'autres données, a d'autant plus d'implications dans des sociétés inégalitaires, où la possibilité de discrimination, de stigmatisation et d'exclusion est grande. Et donc je dirais que c'est aussi en fonction de la manière dont nous construisons notre façon de vivre ensemble que ces questions de vie privée et de confidentialité vont se poser. Un mot peut-être sur l'ADN ancien, parce qu'il pose des problèmes éthiques moins aigus, qui sont liés à ce que j'évoquais tout à fait au début. Au fond, ce que nous montrent les séquençages d'ADN ancien, d'ADN fossile, c'est que différentes portions de l'humanité ont hérité de différentes portions de nos lignées cousines. Néandertal, Denisova, de 2 à 3%, d'un peu plus, et que ce ne sont pas les mêmes séquences de Néandertal que chacun d'entre nous a hérité. Et donc il y a une nouvelle diversité qui, paradoxalement, est due à un héritage croisé, un métissage. Et donc, en fonction des répartitions géographiques, pour l'instant, les études suggèrent que les Africains n'ont pas hérité de séquences de Néandertal. Les Mélanésiens et les aborigènes australiens ont hérité de séquences de Denisova, etc. On pourrait, si on y prend garde, reconstruire une forme de malmesure de l'homme ou de racisme basée sur des héritages anciens où la tentation de traduire des différences par des hiérarchies existe et est importante. Donc je crois que plus on multiplie les connaissances grâce au séquençage génomique, non seulement contemporain, mais fossile, et plus il faut réfléchir aux implications de ces connaissances et y réfléchir collectivement et éviter qu'elles se traduisent de manière douloureuse. Un autre point qui était souligné par un éditorial récent de la revue Nature est qu'il faut éviter de naturaliser l'histoire des civilisations humaines. Et la tentation, à cause de la puissance du séquençage de l'ADN fossile, qui devient de plus en plus performante, est grande, de confondre diffusion des cultures, diffusion de l'agriculture, diffusion de la poterie, migration à travers le monde, et généalogie, traçabilité génétique. Les cultures ne se construisent pas uniquement en fonction des traçabilités génétiques, elles diffusent autrement, et donc il faut que ces travaux, comme dans d'autres domaines, se réinscrivent avec des historiens, avec des anthropologues, avec des archéologues, dans une démarche qui l'englobe et qui le dépasse. Un mot sur les fantastiques avancées qui seront peut-être permises par les nouvelles techniques d'ingénierie génétique comme CRISPR, Cas9 ou d'autres. Un mot sur la thérapie somatique. La thérapie génique ne pose a priori que des problèmes de sécurité, qui sont des problèmes importants. Depuis les travaux pionniers d'Alain Fischer, quelle que soit la méthode, ce qui compte, c'est que la méthode pour guérir une maladie par thérapie génique soit sûre. Et puis, il y a la question de la thérapie germinale. Juste une remarque, parce qu'elle est d'ordre général. Ça fait longtemps que la question de la thérapie germinale, d'un point de vue éthique, a été abordée. Il y a même eu des conventions comme la convention d'Oviedo, qu'un certain nombre de pays, dont les nôtres, ont signé et ratifié. Et ce qui me frappe, c'est que, à tort ou à raison, quand introduire des gènes nouveaux ou corriger des gènes était considéré comme extrêmement difficile et donc extrêmement problématique chez un embryon humain,
on a considéré que c'était problématique, c'était presque impossible, et on devait l'interdire. À partir du moment où il semble que ça pourrait devenir possible, on dit, mais attendez, on n'a pas vraiment réfléchi. Si c'est possible, il faut se reposer la question. Donc c'est intéressant, il faut toujours se reposer les questions, il faut toujours refonder une réflexion éthique, mais en matière, dans d'autres exemples que je n'ai pas le temps de développer, de la recherche sur l'embryon, la durée de développement de l'embryon in vitro à visée de recherche, il y a toujours cette impression que tant que ça paraît impossible, on interdit. Et puis on se repose la question quand ça devient possible. Ce qui me fait penser que notre réflexion éthique ne se met d'habitude pas en position de réfléchir aux événements comme s'ils allaient vraiment pouvoir avoir lieu. On se dit c'est possible, peut-être un jour, c'est problématique, c'est difficile, donc le plus simple c'est de dire non. Et on reprend à zéro. Et donc je crois que ça nous dit que lorsque nous réfléchissons à d'éventuelles avancées, il faut faire comme si un jour on était confronté à ces avancées, et pas comme si elles étaient lointaines et impossibles. Il y a un point qui me semble avoir changé, ou plutôt qui semble avoir été méconnu dans la réflexion, c'est que peut-être parce que modifier un génome d'un embryon et des cellules germinales était considéré comme extrêmement difficile, le transgénérationnel était vu comme extraordinairement prolongé. Autrement dit, on l'avait modifié, ça allait se transmettre de génération en génération. Le fait que les méthodes qui permettraient une thérapie germinale soient actuellement ou puissent devenir un jour faciles à utiliser suggère la possibilité qu'elles soient aussi réversibles. Et donc je crois que si elles sont faciles à utiliser et qu'elles sont réversibles, la question ne se pose pas exactement dans les mêmes termes que ceux où ils avaient été posés il y a un certain nombre d'années, c'est-à-dire que ça devient de l'intergénérationnel et non plus de l'héréditaire sur des échelles temporelles qu'on ne peut pas apprécier. Un mot sur le gene drive, ça a été évoqué, sur le gene drive, sur le forçage génétique. C'est tout à fait autre chose. Puisque là, il s'agit... Alors, on peut ingénieriser des organismes et essayer de les maintenir dans des biocontainers, et on est un peu, et ça a été dit, dans une logique d'asilomar, un peu comme lorsqu'on prend des virus de la grippe et qu'on les rend plus pathogènes pour essayer de voir ce qui se passerait si les virus de grippe aviaire mutaient et devenaient dangereux. Donc, on confine et on ingénierise. Et puis, il y a le fait de modifier des espèces dans la nature. Les modifier sans signature, c'est intéressant parce que si sans signature, ce qu'évoque Antoine Dorchin veut dire en plus non modifié, ça veut dire qu'il y a une non-traçabilité totale des modifications. Et donc ça veut dire qu'on considérera que la manipulation humaine artificielle est en fait, correspond à une manipulation naturelle. Et la différence entre modifier une séquence ou que la séquence se modifie elle-même s'effacera. Comme si au fond dans la transgénèse, ce qu'il y avait eu de particulier, c'est le gène rapporteur, qui disait au fond que c'était nous qui l'avions fait. Donc il y a un problème, pourquoi ? Parce que les techniques sont faciles à utiliser, ça peut devenir de la biologie de garage, tous les organismes peuvent s'y prêter, et il n'y a pas de frontières. Et donc la réflexion ne peut être que collective et internationale, puisque ce qui est modifié ici en termes de moustiques ou en termes d'autres organismes vivants peut se propager ailleurs. Et donc je crois qu'il y a une double nécessité de réflexion, et Antoine Dorchin y faisait allusion. L'une, c'est notre capacité à modifier pour ce que nous croyons être le mieux des équilibres et des écosystèmes auxquels nous comprenons relativement peu de choses. Et l'autre, c'est la nécessité, devant le souci de la pérennité de notre planète, c'est le fait de laisser aux vivants une capacité d'inventer de manière imprévisible la nouveauté. Ce qui, évidemment, n'est pas le rêve de l'ingénieur. L'ingénieur veut maîtriser et veut au fond que s'invente ce qu'il a déjà pensé. Le vivant a cette capacité, je dirais, de nous surprendre en faisant émerger une radicale nouveauté. Et donc je trouve que les projets de Gene Drive actuellement, les projets de forçage génétique, avec la proposition qu'a faite Edward Wilson dans un livre cet été, le spécialiste de la sociobiologie et des fourmis, son livre s'intitule « La moitié de la Terre ». Et en fait, ce qu'il propose, c'est de laisser la moitié des espaces terrestres et la moitié des espaces océans aux vivants, et de nous débrouiller pour vivre sur l'autre moitié, pour pouvoir coexister de la manière la plus harmonieuse possible, à la fois avec notre monde domestiqué, notre jardin, et puis avec un vivant qui continue d'avoir la place de se propager. Je crois que le problème peut-être le plus important, ce qui concerne la génétique à mon sens, c'est la tentation qu'il peut y avoir de regarder précisément à l'intérieur des corps et de méconnaître
l'épigénétique déjà est un mot de généticien. Vous savez que l'intérieur et l'extérieur, pour qui s'occupe d'environnement, dépendent de l'endroit où on met la frontière. Il y a une infinité d'environnements. L'environnement des gènes, c'est les autres gènes, c'est le noyau, c'est la cellule, c'est les autres cellules, c'est l'organisme, c'est les organismes autour, c'est l'environnement physico-chimique. Et déjà parler d'épigénétique, ce qui est tout à fait légitime, c'est faire comme s'il y avait un intérieur qui était les gènes, et puis tout l'extérieur. Mais ces articulations entre intérieur et extérieur peuvent se passer aussi dans d'autres ensembles que uniquement les gènes. Et donc le fait d'être focalisé, aussi intéressant que ça puisse être, sur les gènes, en tout cas en médecine, risque de faire méconnaître les influences considérables que l'environnement imprime sur la santé. Non seulement l'environnement extérieur, je vous rappelle que la seule pollution de l'air extérieur tue 3,5 millions de personnes dans le monde chaque année, dont 40 000 en France. Et des études récentes montrent d'ailleurs que ce sont les plus vulnérables qui vivent dans les quartiers les plus pauvres de Paris qui meurent le plus quand il y a un pic de pollution qui est le même dans tous les quartiers. Donc, je veux dire, et ça, la génétique ne peut rien en dire, puis c'est les facteurs extérieurs. Et que donc, non seulement il y a les facteurs environnementaux, mais il y a les facteurs socio-économiques et culturels. Ce que les études de Michael Marmot en Angleterre et beaucoup d'autres ont montré comme jouant un rôle extrêmement important dans la santé, dans les maladies, dans l'espérance de vie en bonne santé et dans l'invalidité. Et donc je crois que tout ce que peut apporter la génétique et la médecine de précision doit s'intégrer dans quelque chose qui le dépasse, ne doit pas se substituer aux autres approches, mais au contraire les enrichir. Et que modifier nos sociétés est quelque chose pour qu'elles soient plus équitables et que les conséquences en termes de santé et de bien-être soient mieux réparties, est quelque chose qui n'est pas du ressort de la génétique, mais auquel la génétique peut contribuer. Paul Ricoeur, j'avais pris comme titre à mon exposé cette phrase de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dit « On entre véritablement en éthique ». Ça m'a toujours surpris parce que je ne suis pas sûr de savoir comment on entre en éthique. Mais dans cette phrase, Paul Ricoeur dit « On entre véritablement en éthique ». Quant à l'affirmation par soi de sa liberté, on ajoute l'affirmation de la volonté que la liberté de l'autre soit. « Je veux que ta liberté soit », disait Paul Ricoeur. Et donc il y a une définition, une approche que je trouve intéressante de la liberté, qui n'est pas celle habituelle de la liberté de l'un qui s'arrête là où commence la liberté de l'autre, mais qui fait de la liberté une œuvre collective, quelque chose qui coévolue. Vous êtes responsable de ma liberté, je suis responsable de votre liberté. Donc c'est quelque chose qui s'invente, et c'est quelque chose qui nécessite la participation de chacun. Et je crois que dans ce qui a été mis en place progressivement, d'un point de vue de la réflexion éthique, le Comité consultatif national d'éthique, créé il y a 33 ans, qui est le premier comité de ce type dans le monde, maintenant il y en a dans la plupart des pays dans le monde, il y a cette idée que les regards doivent être croisés, que lorsqu'il s'agit de respect humain, lorsqu'il s'agit de liberté, c'est une réflexion collective qui doit s'élaborer. Et une notion très importante, je crois, pour nous scientifiques, que l'expertise est essentielle, mais que l'expertise n'est pas suffisante. Et donc, dans un comité d'éthique qui s'occupe des implications de la biologie et de la médecine, eh bien, ce comité éthique dans le monde ne sera pas considéré comme légitime s'il n'est composé que de médecins ou de biologistes, et s'il n'est pas composé d'anthropologues, de philosophes, de sociologues ou de personnes appartenant à la société. D'où cette idée de regard croisé. Je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives autres aujourd'hui, la participation des patients, les conférences de citoyens, et donc cette idée au fond que lorsqu'on réfléchit à plusieurs, non seulement la probabilité d'exclure certains diminue, mais on peut arriver à réfléchir mieux que tout seul ou dans le même groupe. Nous sommes un pays dans lequel on a l'habitude d'appeler débat des affrontements entre des opinions préétablies qui s'opposent. Et je crois que cette alternative, c'est l'idée de la délibération collective, l'idée de l'exercice collectif d'une liberté dans laquelle on peut élaborer une pensée au bout de cette délibération qui sera différente de celle que chacun avait au début. Et d'une certaine façon, ce choix libre et informé à titre individuel et à titre collectif, c'est un autre mot pour désigner ce qu'est ou ce que devrait être une démocratie vivante. Merci.